Bienvenue dans la 4e partie de la lecture du roman Une si longue lettre de Mariam Abba sur la chaîne Ma Voix tes livres. Dans cette suite, Ramatoulaye nous raconte les épreuves qu'elle traverse face à la trahison, la polygamie et les choix difficiles imposés par la société. Elle nous montre la force et la résilience d'une femme confrontée aux injustices de la vie. Si vous n'avez pas encore vu les parties précédentes, je vous invite à les découvrir pour mieux suivre l'histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines lectures et analyses. La mère de Mado, alors que nous vivions décontractés, considérant ton mariage comme un problème dépassé, réfléchissait le jour, elle réfléchissait la nuit, au moyen de se venger de toi, la bijoutière. Elle décida un beau jour de rendre visite à son jeune frère, Farba Diouf, chef coutumier à Diakao. Elle rangea quelques vêtements bien choisis dans une valise qu'elle m'emprunta, entassa dans un panier divers achats, provisions et denrées chères ou rares en Sine, fruits de France, fromage, confiture, jouets pour ses neveux, coupons de tissu destinés à son frère et à ses 4 femmes. Elle fit appel à Modou pour quelques billets soigneusement pliés et rangés dans son porte-monnaie. Elle se fit coiffer, teignit ses pieds et mains au henné. Vêtue, parée, elle partit. La route de Rufisque se dédouble de nos jours au croisement de Diamniadio. La nationale 1, à droite, mène au-delà de Mbourg au Sine Saloum, tandis que la nationale 2, traversant Thiès et Tivaouane, berceau du tidianisme, s'élance vers Saint-Louis, naguère capitale du Sénégal. Tante Nabou n'avait pas ces voies agréables de communication. Dans le car et sur la piste Cao-Tante, avec émotion, elle se retranchait dans ses souvenirs. La vitesse vertigineuse du véhicule, qui l'emportait vers les lieux de son enfance, ne l'empêchait pas de reconnaître le paysage familier. Voici Sindia, puis à gauche, Popengine, où les gourmettes festoient à la Pentecôte. Que de générations a vu défiler ce même paysage figé. Tante Nabou constatait la vulnérabilité des êtres face à l'éternité de la nature. Par sa durée, la nature défie le temps et prend sa revanche sur l'homme. Les baobabs tendaient aux cieux les nœuds géants de leurs branches. Des vaches traversaient avec lenteur le chemin et défiaient de leur regard morne les véhicules. Des bergers, en culottes bouffantes, un bâton sur l'épaule ou à la main, canalisaient les bêtes. Hommes et animaux se fondaient comme en un tableau venu du fond des âges. Tante Nabou fermait les yeux chaque fois que le car croisait un véhicule. Les gros camions et leurs énormes chargements surtout l'effrayaient. La belle mosquée Medinatou Minawara n'était pas encore édifiée à la gloire de l'islam. Mais, dans le même élan pieux, hommes et femmes priaient en bordure de la route. Pour se convaincre de la survie des traditions, il faut sortir de Dakar, murmurait Tante Nabou. Des épineux bordaient à gauche la forêt de Ndiassane. Des singes s'en échappaient pour se griser de lumière. Voici Tiadiaï, Tataguine, Diouroup, puis Ndioudiouf, et enfin Fatick, capitale du Sine. Essoufflé et fumeux, le car bifurqua à gauche. Des secousses encore. Enfin, Diakao, Diakao la royale, Diakao, berceau et tombeau des Boursines, Diakao de ses ancêtres, Diakao la bien-aimée, avec la vaste concession de son ancien palais. Les mêmes lourdeurs meurtrissaient son cœur à chaque visite au domaine familial. Avant toute chose, de l'eau pour des ablutions et une natte pour prier et se recueillir face à la tombe de l'aïeul. Ensuite, elle promena son regard empreint de tristesse et chargé d'histoire sur les autres tombes. Ici, les morts cohabitent avec les vivants dans l'enceinte familiale. Chaque roi, au retour du sacre, plantait dans la cour 2 arbres qui délimitaient sa dernière demeure. Tante Nabou lança vers ses repères mortuaires des versets psalmodiés avec ferveur. Elle avait un masque tragique, dans ces lieux de grandeur qui chantaient le passé, au son des djoudjoum. Ton existence, Aïssatou, ne ternira jamais sa noble descendance, jura-t-elle. Associant dans sa pensée rites antiques et religion, elle se rappela le lait à verser dans le Sine pour l'apaisement des esprits invisibles. Demain, elle irait faire dans l'eau ses offrandes pour se préserver du mauvais œil, tout en s'attirant la sympathie des tours. Royalement accueillie, elle rentra aussitôt dans ses prérogatives d'aînée du maître de maison. On ne lui parlait que genoux à terre. Elle prenait ses repas seule, servie de ce qu'il y avait de meilleur dans les marmites. Les visiteurs vinrent de partout pour l'honorer,
lui rappelant ainsi la véracité de la loi du sang. Ils ressuscitèrent pour elle l'exploit de l'aïeul Boursine, et la poussière des combats et l'ardeur des chevaux pur sang. Elle puisa force et vigueur dans les cendres ancestrales remuées, au son éclectique des choras, grisé des senteurs lourdes de l'encens brûlé. Elle convoqua son frère. « J'ai besoin, lui dit-elle, d'une enfant à mes côtés, pour meubler mon cœur. Je veux que cet enfant soit à la fois mes jambes et mon bras droit. Je vieillis. Je ferai de cet enfant une autre moi-même. La maison est vide depuis que les miens sont mariés. Elle pensait à toi, fignolant sa vengeance, mais se garda bien de parler de toi, de la haine qu'elle t'avait vouée. « Qu'à cela ne tienne, rétorqua Farba Diouf. Je ne t'ai jamais proposé d'éduquer l'une de mes filles par crainte de te fatiguer. Or, les jeunes d'aujourd'hui sont difficiles à tenir. Prends la petite Nabou, ton homonyme. Elle est à toi. Je ne te demande que ses os. » Satisfaite, tante Nabou refit sa valise, mit dans ses paniers tout ce que l'on trouve en brousse et qui est cher en ville. Couscous séché, pâte d'arachide grillée, mil, œufs, lait, poule. La petite Nabou, bien prise dans sa main droite, elle reprit le chemin inverse. En me rendant ma valise, tante Nabou me présenta la petite Nabou. Elle la présenta également dans toutes les maisons amies. La petite Nabou entra par mes soins à l'école française. Mûrissant à l'ombre protectrice de sa tante, elle apprenait le secret des sauces délicieuses, à manier fer à repasser et pilon. Sa tante ne manquait jamais l'occasion de lui souligner son origine royale et lui enseignait que la qualité première d'une femme est la docilité. Après son certificat d'études et quelques années au lycée, la grande Nabou conseilla à sa nièce de passer le concours d'entrée à l'école des sages-femmes d'État. Cette école est bien. Là, on éduque. Nulle guirlande sur les têtes. Des jeunes filles sobres, sans boucles d'oreilles, vêtues de blanc, couleur de la pureté. Le métier que tu y apprendras est beau, tu gagneras ta vie et tu conquéras des grâces pour ton paradis en aidant à naître des serviteurs de Mohamed. En vérité, l'instruction d'une femme n'est pas à pousser. Et puis, je me demande comment une femme peut gagner sa vie en parlant matin et soir. La petite Nabou devint donc sage femme. Un beau jour, tante Nabou convoqua Maudo et lui dit « Mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme femme pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée. Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. » Je savais. Modou savait. La ville savait. Toi, Aïssatou, tu ne soupçonnais rien et rayonnais toujours. Et parce que sa mère avait pris date pour la nuit nuptiale, Maudo eut enfin le courage de te dire ce que chaque femme chuchotait. Tu avais une coépouse. Ma mère est vieille. Les chocs de la vie et les déceptions ont rendu son cœur fragile. Si je méprise cet enfant, elle mourra. C'est le médecin qui parle, non le fils. Pense donc, la fille de son frère, élevée par ses soins, rejetée par son fils. Quelle honte devant la société. C'est pour ne pas voir sa mère mourir de honte et de chagrin que Maudo était décidé à se rendre au rendez-vous de la nuit nuptiale. Devant cette mère rigide, pétrie de morale ancienne, brûlée intérieurement par les féroces lois antiques, que pouvait Maudoba? Il vieillissait, usé par son pesant travail, et puis voulait-il seulement lutter, ébaucher un geste de résistance. La petite Nabou était si tentante. Alors tu ne comptas plus, Aïssatou. Le temps et l'amour investis dans ton foyer, des bagatelles vite oubliées. Tes fils, ils ne pesèrent guère lourd dans cette réconciliation d'une mère et de son seul homme. Tu ne comptas plus, pas plus que tes 4 fils. Ceux-ci ne seront jamais les égaux des filles de la petite Nabou. Les enfants de la petite Nabou, les griots diront d'eux en les exaltant, le sang est retourné à sa source. Tes filles ne comptaient pas. La mère de Maudo, princesse, ne pouvait se reconnaître dans le fils d'une bijoutière. Et puis, une bijoutière, peut-elle avoir de la dignité, de l'honneur? C'est comme si l'on se demandait si tu avais un cœur et une chair. Ah, pour certains, l'honneur et le chagrin d'une bijoutière sont moindres, bien moindres que l'honneur et le chagrin d'une guéloire. Maudo ne te chassait pas. Il allait à son devoir et souhaitait que tu restes. La petite Nabou résiderait toujours chez sa mère. C'est toi qui l'aimais. Tous les 2 jours, il se rendrait, la nuit, chez sa mère, voir l'autre épouse, pour que sa mère ne meure pas, pour accomplir un devoir.
comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton bonheur. On te conseillait des compromis. On ne brûle pas un arbre qui porte des fruits. On te menaçait dans ta chair. Des garçons ne peuvent réussir sans leur père. Tu passas outre. Ces vérités, passe-partout, qui avaient jadis courbé la tête de bien des épouses révoltées, n'opérèrent pas le miracle souhaité. Elles ne te détournèrent pas de ton option. Tu choisis la rupture, un aller sans retour avec tes 4 fils, en laissant bien en vue, sur le lit qui fut vôtre, cette lettre destinée à Maudo, et dont je me rappelle l'exact contenu. Maudo, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur, de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Naboo à supporter par devoir. Maudo, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Et tu partis. Tu eus le surprenant courage de t'assumer. Tu louas une maison et t'y installas. Et au lieu de regarder en arrière, tu fixas l'avenir obstinément. Tu t'assignas un but difficile. Et plus que ma présence, mes encouragements, les livres te sauvèrent. Devenu ton refuge, ils te soutinrent. Puissance des livres, invention merveilleuse de l'astucieuse intelligence humaine. Signes divers, associés en sons différents qui moulent le mot. Agencement de mots d'où jaillit l'idée, la pensée, l'histoire, la science, la vie. Instrument unique de relations et de culture, moyen inégalé de donner et de recevoir. Les livres soudent des générations au même labeur continu qui fait progresser. Ils te permirent de te hisser. Ce que la société te refusait, ils te l'accordèrent. Des examens passés avec succès te menèrent toi aussi en France. L'école d'interprétariat d'où tu sortis permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Tu gagnes largement ta vie. Tu évolues dans la quiétude, comme tes lettres me le disent, résolument détourné des chercheurs de joies éphémères et de liaisons faciles. Maudo, il renoue avec sa famille. Ceux de Diakao envahissent sa maison, ceux de Diakao soutiennent la petite Naboo. Mais, et Maudo le sait, il n'y a pas de comparaison possible entre toi et la petite Naboo, toi si belle, si douce. Toi qui savais éponger le front de ton mari, toi qui lui vouais une tendresse profonde parce que désintéressé, toi qui savais trouver des mots justes pour le délasser. Maudo, que ne disait-il pas? Je suis déboussolé, on ne change pas les habitudes d'un homme fait. Je cherche chemise et pantalon aux anciennes places et ne tâte que du vide. Je ne plaignais pas Maudo. Ma maison est une banlieue de Diakao. Impossible de m'y reposer. Tout y est sale. La petite Naboo donne mes denrées et mes vêtements aux visiteurs. Je n'écoutais pas Maudo. Quelqu'un m'a dit t'avoir vu en compagnie de Aïssatou hier. Est-ce vrai? Est-elle là? Comment est-elle? Et mes fils? Je ne répondais pas à Maudo, car Maudo demeurait pour moi une énigme, et à travers lui, tous les hommes. Ton départ l'avait bien ébranlé. Sa tristesse était bien évidente. Quand il parlait de toi, les inflexions de sa voix se durcissaient. Mais ses allures de désabusé, les critiques acerbes de son foyer, sa verve qui houspillait tout, n'empêchaient point le gonflement périodique du ventre de la petite Naboo. 2 garçons étaient déjà nés. Mis devant ce fait visible, preuve de ses communions intimes avec la petite Naboo, Maudo se contractait avec fureur. Son regard me fustigeait. « Voyons, ne fais pas l'idiote. Comment veux-tu qu'un homme reste de pierre au contact permanent de la femme qui évolue dans sa maison ?» Il ajoutait démonstratif. « J'ai vu un film où les rescapés d'une catastrophe aérienne ont survécu en mangeant la chair des cadavres.
Ce fait plaide la force des instincts enfouis dans l'homme, instincts qui le dominent, quelle que soit son intelligence. Débarrasse-toi de ton excès de sentimentalité rêveuse, accepte la réalité dans sa brusque laideur. On ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements. Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs. Je dis bien mal pour marquer la bestialité des instincts. Tu comprends? Une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner. Elle ne doit pas souffrir en se souciant des trahisons charnelles. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là, dans le cœur. C'est ce qui lie deux êtres, au-dedans. Il frappait sa poitrine à la place du cœur. Acculé aux extrêmes limites de la résistance, je me repais de ce qui se trouve à ma portée. C'est vilain à dire. La vérité est laide quand on l'analyse. Ainsi, pour se justifier, il ravalait la petite Naboo au rang de mets. Ainsi, pour changer de saveur, les hommes trompent leurs épouses. J'étais offusquée. Ils me demandaient compréhension. Mais comprendre quoi? La suprématie de l'instinct? Le droit à la trahison? La justification du désir de changement? Je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques. Alors, comprendre quoi? Comme j'enviais ta tranquillité lors de ton dernier séjour. Tu étais là, débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussaient bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiétais pas de Maudo. Oui, tu étais bien là, le passé écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injuste cause et pionnière hardie d'une nouvelle vie. Mon drame survint 3 ans après le tien. Mais, contrairement à ton cas, le point de départ ne fut pas ma belle famille. Le drame prit racine en Modou même, mon mari. Ma fille Daba, préparant son baccalauréat, emmenait souvent à la maison des compagnes d'études. Le plus souvent, c'était la même jeune fille, un peu timide, frêle, mal à l'aise visiblement dans notre cadre de vie. Mais comme elle était jolie à la sortie de l'enfance, dans ses vêtements délavés mais propres. Sa beauté resplendissait, pure. Les courbes harmonieuses de son corps ne pouvaient passer inaperçues. Je voyais parfois Modou s'intéresser au tandem. Je ne m'inquiétais nullement non plus lorsque je l'entendais se proposer pour ramener Binettou en voiture, à cause de l'heure tardive, disait-il. Binettou, cependant, se métamorphosait. Elle portait maintenant des robes de prêt-à-porter très coûteuses. Elle expliquait à ma fille en riant « Je tire leur prix de la poche d'un vieux ». Puis un jour, en revenant de l'école, Daba m'avoua que Binettou avait un sérieux problème. Le vieux des robes prêt-à-porter veut épouser Binettou. Imagine un peu, ses parents veulent la sortir de l'école, à quelques mois du bac, pour la marier au vieux. Conseille-lui de refuser, dis-je. Et si l'homme en question lui propose une villa, la Mecque pour ses parents, voiture, rente mensuelle, bijoux, tout cela ne vaut pas le capital jeunesse. Je pense comme toi, maman. Je dirais à Binettou de ne pas céder. Mais sa mère est une femme qui veut tellement sortir de sa condition médiocre et qui regrette tant sa beauté fanée dans la fumée des feux de bois qu'elle regarde avec envie tout ce que je porte. Elle se plaint à longueur de journée. L'essentiel est Binettou, qu'elle ne cède pas. Et puis, quelques jours après, Daba renoua le dialogue avec sa surprenante conclusion. « Maman, Binettou navré épouse son vieux. Sa mère a tellement pleuré. » Elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise. Alors, elle a cédé. À quand le mariage? Ce dimanche-ci, mais il n'y aura pas de réception. Binettou ne peut pas supporter les moqueries de ses amis. Et au crépuscule de ce même dimanche où l'on mariait Binettou, je vis venir dans ma maison, en tenue d'apparat et solennelle, Tamsir, le frère de Modou, entre Maudoba et l'imam de son quartier. D'où sortaient-ils si empruntés dans leur boubou empesé? Ils venaient sûrement chercher Modou pour une mission importante dont on avait chargé l'un d'eux. Je dis l'absence de Modou depuis le matin. Ils entrèrent en riant, reniflant avec force l'odeur sensuelle de l'encens qui émanait de partout. Je m'assis devant eux en riant aussi. L'imam attaqua. Quand Allah Tout-Puissant met côte à côte deux êtres, personne n'y peut rien. Oui, oui, appuyèrent les deux autres. Une pause. Il reprit souffle et continua. Dans ce monde, rien n'est nouveau. Oui, oui, renchérirent encore Tamsir et Maudo. Un fait qu'on trouve triste, l'est bien moins que d'autres. Je suivais la mimique des lèvres dédaigneuses d'où sortaient ces axiomes
qui peuvent précéder l'annonce d'un événement heureux ou malheureux. Où voulait-il donc en venir avec ce préambule qui annonçait plutôt un orage? Leur venue n'était donc point hasard. Annonce-t-on un malheur aussi endimanché? Ou voulait-on inspirer confiance par une mise impeccable? Je pensais à l'absent. J'interrogeais dans un cri de fauve traqué. « Modou ?» Et l'imam, qui tenait enfin un fil conducteur, ne le lâcha plus. Il enchaîna vite, comme si les mots étaient des braises dans sa bouche. « Oui, Modou Fall, mais heureusement vivant pour toi, pour nous tous, Dieu merci. » Il n'a fait qu'épouser une deuxième femme ce jour. Nous venons de la mosquée du Grand Dakar, où a eu lieu le mariage. Les épines ainsi ôtées du chemin par l'imam, Tamsir osa, Modou te remercie. Il dit que la fatalité décide des êtres et des choses. Dieu lui a destiné une deuxième femme. Il n'y peut rien. Il te félicite pour votre quart de siècle de mariage, où tu lui as donné tous les bonheurs qu'une femme doit à son mari. Sa famille, en particulier moi, son frère aîné, te remercions. Tu nous as vénérés. Tu sais que nous sommes le sang de Modou. Et puis, les éternelles paroles qui doivent alléger l'événement. Rien que toi, dans ta maison si grande soit-elle, si chère que soit la vie, tu es la première femme, une mère pour Modou, une amie pour Modou. La pomme d'Adam de Tamsir dansait dans sa gorge. Il secouait sa jambe gauche, croisée sur sa jambe droite, repliée. Ses chaussures, des babouches blanches, portaient une légère couche de poussière rouge, la couleur de la terre où elles avaient marché. Cette même poussière était attachée aux chaussures de Maudo et de l'imam. Maudo se taisait. Il revivait son drame. Il pensait à ta lettre, à ta réaction, et j'étais si semblable à toi. Il se méfiait. Il gardait la nuque baissée, l'attitude de ceux qui se croient vaincus avant de combattre. J'acquiesçais sous les gouttes de poison qui me calcinaient. Quart de siècle de mariage, femme incomparable. Je faisais un compte à rebours pour déceler la cassure du fil à partir de laquelle tout s'est dévidé. Les paroles de ma mère me revenaient. Trop beau, trop parfait. Je complétais enfin la pensée de ma mère par la fin du dicton, pour être honnête. Je pensais aux 2 premières incisives supérieures, séparées largement par un espace, signe de la primauté de l'amour en l'individu. Je pensais à son absence, toute la journée. Il avait simplement dit « Ne m'attendez pas à déjeuner ». Je pensais à d'autres absences, fréquentes ces temps-ci, crûment éclairées aujourd'hui et habilement dissimulées hier sous la couverture de réunions syndicales. Il suivait aussi un régime draconien pour casser l'œuf du ventre, disait-il en riant, cet œuf qui annonçait la vieillesse. Quand il sortait chaque soir, il dépliait et essayait plusieurs vêtements avant d'en adopter un. Le reste, nerveusement rejeté, gisait à terre. Il me fallait replier, ranger, et ce travail supplémentaire, je découvrais que je ne l'effectuais que pour une recherche d'élégance, destinée à la séduction d'une autre. Je m'appliquais à endiguer mon remous intérieur. Surtout, ne pas donner à mes visiteurs la satisfaction de raconter mon désarroi. Sourire, prendre l'événement à la légère, comme ils l'ont annoncé. Les remercier de la façon humaine dont ils ont accompli leur mission. Renvoyer des remerciements à Modou, bon père et bon époux, un mari devenu un ami. Remercier ma belle famille, l'imam Maudo. Sourire, leur servir à boire, les raccompagner sous les volutes de l'encens qu'ils reniflaient encore. Serrer leurs mains, comme ils étaient contents, sauf Maudo, qui lui mesurait la portée de l'événement à sa juste valeur. Enfin seul, pour donner libre cours à ma surprise et jauger ma détresse. Ah, oui, j'ai oublié de demander le nom de ma rivale et de pouvoir ainsi donner une forme humaine à mon mal. Mon interrogation ne resta pas longtemps sans réponse. Des connaissances du Grand Dakar accouraient vers ma demeure, porteuses de tous les détails de la cérémonie, les unes par réelle amitié pour moi, les autres dépitées et jalouses de la promotion que tirait du mariage la mère de Binetou. Je ne comprends pas. Elle non plus ne comprenait pas l'entrée de Modou, une personnalité, dans cette famille de Ndol, d'une extrême pauvreté. Binetou, une enfant de l'âge de ma fille Daba, promue au rang de ma coépouse et à qui je devais faire face. Binetou la timide. Le vieil homme, qui achetait ses nouvelles robes prêtes à porter, qui remplaçait les vêtements fanés, était Modou. Elle avait innocemment confié ses secrets à la fille de sa rivale parce qu'elle croyait que ce rêve,
surgie d'un cerveau vieillissant, ne serait jamais réalité. Elle avait tout dit. La villa, la rente mensuelle, le voyage futur à la Mecque offert à ses parents. Elle croyait être plus forte que l'homme auquel elle se mesurait. Elle ne connaissait pas la puissante volonté de Modou, sa ténacité devant l'obstacle, son orgueil de vaincre, la résistance inspirant de nouveaux assauts à chaque échec. Daba rageait, blessé dans son orgueil. Elle répétait tous les surnoms que Binettou avait donnés à son père. Vieil homme, ventru, le vieux. L'auteur de sa vie était quotidiennement bafoué et il l'acceptait. Une colère épouvantable habitait Daba. Elle savait sincère les paroles de sa meilleure amie. Mais que peut une enfant devant une mère en furie qui hurle sa faim et sa soif de vivre? Binettou est un agneau immolé comme beaucoup d'autres sur l'autel du matériel. La rage de Daba augmentait au fur et à mesure qu'elle analysait la situation. « Romps, maman !» chasse cet homme. « Il ne nous a pas respectés, ni toi ni moi. Fais comme Tata Aïssatou, romps. Dis-moi que tu rompras. Je ne te vois pas te disputant un homme avec une fille de mon âge. » Je me disais ce que disent toutes les femmes trompées. Si Modou était du lait, c'est moi qui ai eu toute la crème. Ce qui restait, de l'eau avec une vague odeur de lait. Mais la décision finale m'appartenait. Modou, absent toute la nuit, consommait-il déjà son mariage? La solitude qui porte conseil me permit de bien cerner le problème. Partir, recommencer à zéro, après avoir vécu 25 ans avec un homme, après avoir mis au monde 12 enfants, avais-je assez de force pour supporter seul le poids de cette responsabilité à la fois morale et matérielle? Partir. Tirer un trait net sur le passé. Tourner une page où tout n'était pas luisant sans doute, mais net. Ce qui va désormais y être inscrit ne contiendra ni amour, ni confiance, ni grandeur, ni espérance. Je n'ai jamais connu les revers pourris du mariage. Ne pas les connaître. Les fuir. Quand on commence à pardonner, il y a une avalanche de fautes qui tombent et il ne reste plus qu'à pardonner encore, pardonner toujours. Partir, m'éloigner de la trahison, dormir sans me poser de questions, sans tendre l'oreille au moindre bruit, dans l'attente du mari qu'on partage. Je comptais les femmes connues, abandonnées ou divorcées de ma génération. J'en connaissais dont le reste de jeunesse florissante avait pu conquérir un homme valable qui alliait situation et prestance, et que l'on jugeait mieux, 100 fois mieux que le partant. La misère qui était le lot de ces femmes régressait à l'envahissement de leur bonheur, neuf qui changeait leur vie, arrondissait leurs joues, rendait brillants leurs yeux. J'en connaissais qui avaient perdu tout espoir de renouvellement et que la solitude avait mise très tôt sous terre. Le jeu du destin reste impénétrable. Les coris, qu'une voisine lance sur un vent devant moi, ne me convient à l'optimisme, ni quand ils restent ouverts, présentant leur creux noir signifiant le rire, ni quand le rassemblement de leur dos tout blanc semble dire que s'avance vers moi l'homme au double pantalon, promesse de richesse. Ne te sépare d'eux, homme et richesse, qu'à l'aumône de 2 colas blanches et rouges, ajoute la voisine, Farmata. Elle insiste. L'adage dit bien que le désaccord ici peut être chance ailleurs. Pourquoi es-tu incrédule? Pourquoi n'oses-tu pas rompre? Une femme est comme un ballon, qui lance ce ballon ne peut prévoir ses rebondissements. Il ne contrôle pas le lieu où il roule, moins encore celui qui s'en empare. Souvent s'en saisit une main que l'on ne soupçonnait pas. Au lieu de suivre le raisonnement de ma voisine, une griotte qui rêve à de solides pourboires d'entremetteuses, je me mirais. L'éloquence du miroir s'adressait à mes yeux. Ma minceur avait disparu, ainsi que l'aisance et la rapidité de mes mouvements. Mon ventre saillait sous le pagne qui dissimulait des mollets développés par l'impressionnant kilométrage des marches qu'ils avaient effectuées depuis le temps que j'existe. L'allaitement avait ôté à mes seins leur rondeur et leur fermeté. La jeunesse désertait mon corps, aucune illusion possible. Alors que la femme puise, dans le cours des ans, la force de s'attacher, malgré le vieillissement de son compagnon, l'homme, lui, rétrécit de plus en plus son champ de tendresse. Son œil égoïste regarde par-dessus l'épaule de sa conjointe. Il compare ce qu'il eut à ce qu'il n'a plus, ce qu'il a à ce qu'il pourrait avoir. J'avais entendu trop de détresse pour ne pas comprendre la mienne. Ton cas, Aïssatou, le cas de bien d'autres femmes, méprisées, reléguées ou échangées,
dont on s'est séparé comme d'un boubou usé ou démodé. Pour vaincre la détresse quand elle vous assiège, il faut de la volonté. Quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de cette seconde. C'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait les vies ratées ou réussies. Se muscler pour endiguer les désespoirs et les réduire à leur juste proportion. Quand on se laisse mollement pénétrer par l'amertume, la dépression nerveuse guette. Petit à petit, elle prend possession de votre être. Oh, la dépression nerveuse. Les cliniciens en parlent d'une façon détachée, ironique, en soulignant que vos organes vitaux ne sont pas atteints. C'est juste s'ils ne vous disent pas que vous les ennuyez avec l'énumération toujours plus longue de vos mots, tête, gorge, poitrine, cœur, foie, qu'aucune radiographie ne confirme. Et pourtant, quels mots atroces que ceux déclenchés par la dépression nerveuse. Et je pense à Jacqueline, qui en fut atteinte. Jacqueline, cette Ivoirienne, qui avait désobéi à ses parents protestants pour épouser Samba Diak, le promotionnaire de Maodoba, médecin comme lui, affecté à sa sortie de l'école africaine de médecine et de pharmacie à Abidjan. Jacqueline nous fréquentait puisque son mari fréquentait les nôtres. En regagnant le Sénégal, elle atterrissait dans un monde nouveau pour elle. Un monde différent en réaction, tempérament et mentalité de celui où elle avait évolué. De plus, les parents de son mari, toujours les parents, la boudaient d'autant plus qu'elle ne voulait pas embrasser la religion musulmane et allait tous les dimanches au temple protestant. Noire et africaine, elle aurait dû s'intégrer, sans heurts, dans une société noire et africaine. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ayant passé entre les mains du même colonisateur français. Mais l'Afrique est différente, morcelée. Un même pays change plusieurs fois de visage et de mentalité, du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Jacqueline voulait bien se sénégaliser, mais les moqueries arrêtaient en elle toute volonté de coopération. On l'appelait Gnak, et elle avait fini par percer le contenu de ce sobriquet qui la révoltait. Son mari, qui revenait de loin, passait ses loisirs à pourchasser les Sénégalaises fines qu'il appréciait et ne prenait pas la peine de cacher ses aventures, ne respectant ni sa femme ni ses enfants. Son absence de précaution mettait sous les yeux de Jacqueline les preuves irréfutables de son inconduite. Mots d'amour, talons de chèque portant les noms des bénéficiaires, factures de restaurants et de chambres d'hôtel. Jacqueline pleurait. Samba Diak noçait. Jacqueline maigrissait. Samba Diak noçait toujours. Et un jour, Jacqueline se plaignit d'avoir une boule gênante dans la poitrine sous le sein gauche. Elle disait avoir l'impression d'être pénétrée là par une pointe qui fouillait la chair jusqu'au dos. Elle geignait. Maodo l'ausculta. Rien au cœur, dit-il. Il prescrivit un calmant. Jacqueline prit avec ardeur ses comprimés, tenaillée par la douleur insidieuse. Le flacon vide, elle constata que la boule demeurait à la même place. La souffrance la harcelait avec la même acuité. Elle s'en ouvrit à un médecin compatriote qui demanda son électrocardiogramme, ordonna des analyses diverses de sang. Rien dans le tracé électrique du cœur, rien d'anormal dans le sang. Il prescrivit lui aussi un calmant, de gros comprimés effervescents qui ne vinrent pas à bout de l'angoisse de la pauvre Jacqueline. Elle pensa à ses parents, à leur refus de cautionner son mariage. Elle leur écrivit une lettre pathétique où elle implorait leur pardon. Leur bénédiction lui parvint sincère, mais ne put rien contre l'étrange pesanteur de la poitrine. On emmena Jacqueline à l'hôpital de Fann, sur la route de Ouakam, près de l'université qui y envoie en stage, comme à l'hôpital Aristide Le Dantec, ses étudiants en médecine. Ce centre hospitalier n'existait pas au temps des études à l'école de médecine et de pharmacie de Maodoba et de Samba Diak. Il comprend plusieurs services abrités par des bâtiments autonomes ou reliés pour faciliter la communication. Ces constructions n'arrivent pas, malgré leur nombre et leur masse, à garnir l'immense terrain où l'hôpital est implanté. En y pénétrant, Jacqueline pensait aux fous qu'on y internait. Il fallut lui expliquer que les fous étaient en psychiatrie et que, en ces lieux, on les appelait des malades mentaux. Ils n'étaient pas violents d'ailleurs, ceux-là étant internés à l'hôpital psychiatrique de Tiaroy. Jacqueline était en neurologie et nous qui venions la visiter apprîmes que l'hôpital abritait également des services où l'on soignait la tuberculose et les maladies infectieuses.
Jacqueline était prostrée dans son lit, ses beaux cheveux noirs délaissés, qu'aucun peigne n'avait démêlés depuis qu'elle courait de médecin en médecin, formaient sur sa tête des touffes hirsutes. Le foulard qui les protégeait, en se déplaçant, découvrait l'enduit de mixture de racines que nous y versions, car nous avions recours à tout pour arracher cette sœur à son univers infernal. Et c'est ta mère, Aïssatou, qui allait consulter pour nous les guérisseurs et ramenait de ses visites Safara et directives de sacrifice que tu t'empressais d'exécuter. Jacqueline pensait à la mort. Elle l'attendait, craintive et tourmentée, la main sur la poitrine, là où la boule invisible, tenace, déjouait tous les pièges, se moquait avec malice de tous les tranquillisants. Jacqueline avait pour voisine de chambre un professeur de lettres, assistante technique enseignant au lycée Faidherbe de Saint-Louis. De Saint-Louis, disait-elle, elle n'a pu connaître que le pont qui enjambe le fleuve. Un mal de gorge aussi soudain que violent l'a empêchée de prendre service et l'a conduite ici où elle attend son rapatriement. Je l'observe souvent, vieille pour son état de demoiselle, maigre, anguleuse même, sans charme attachant. Les études avaient dû être les seules distractions de sa jeunesse. Revêche, elle a dû bloquer tout élan passionnel. Sa solitude lui a sans doute fait chercher le changement. Un poste de professeur au Sénégal a dû correspondre à ses rêves d'évasion. Elle est ainsi venue, mais tous ses rêves avortés, toutes ses espérances déçues, toutes ses révoltes tues se sont liguées à l'assaut de sa gorge que protégeait un foulard bleu marine à pois blancs qui tranchait sur la pâleur de sa poitrine. Le médicament qui badigeonnait la gorge bleuissait les lèvres minces, pincées sur leur misère. Elle avait de grands yeux bleus, lumineux, seule clarté, seule beauté, seule charité céleste dans l'ingratitude du visage. Elle regardait Jacqueline. Jacqueline la regardait. Elle tâtait sa gorge. Jacqueline tâtait sa poitrine. Et nous rions de leur manège, surtout quand la malade de la chambre voisine arrivait pour causer, disait-elle, et découvrait son dos à la caresse rafraîchissante du climatiseur. Elle souffrait de bouffées de chaleur excessivement brûlantes à cet endroit. Étranges et multiples manifestations de dystonie neurovégétative. Docteur, prenez garde, surtout si vous n'êtes point neurologue ou psychiatre. Souvent, les maux dont on vous parle prennent racine dans la tourmente morale. Ce sont les brimades subies et les perpétuelles contradictions qui s'accumulent quelque part dans le corps et l'étouffent. Jacqueline, aimant la vie, supporta vaillamment prise de sang sur prise de sang. On refit électrocardiogramme et radiographie pulmonaire. On lui fit un électroencéphalogramme qui décela des traces de souffrance. Une électroencéphalographie gazeuse s'avéra dès lors nécessaire. Elle est douloureuse à l'extrême, accompagnée toujours d'une ponction lombaire. Jacqueline demeura ce jour-là, clouée au lit, plus pitoyable et plus hagarde que jamais. Samba Diak se montra gentil et affecté devant le délabrement de sa femme. Un beau jour, après un mois de traitement, piqûre intraveineuse et tranquillisant, après un mois d'investigation, alors que sa voisine française avait regagné son pays, le médecin chef du service de neurologie convoqua Jacqueline. Elle eut en face d'elle un homme que la maturité et la noblesse du métier embellissaient davantage. Un homme que le commerce de la plus déplorable des misères, l'aliénation mentale, n'avait point aigri. Il fouilla de ses yeux aigus, habitués à jauger, les yeux de Jacqueline, pour déceler dans cette âme la source des angoisses qui perturbaient l'organisme. D'une voix douce, rassurante, qui était déjà un baume pour cet être exalté, il confia « Madame Diak, je vous garantis la santé de votre tête. Les radios n'ont rien décelé, les analyses de sang non plus. Vous êtes simplement déprimée, c'est-à-dire pas heureuse. Les conditions de vie que vous souhaitez diffèrent de la réalité et voilà pour vous des raisons de tourment. De plus, vos accouchements se sont succédés trop rapidement. L'organisme perd ses sucs vitaux qui n'ont pas le temps d'être remplacés. Bref, vous n'avez rien qui compromette votre vie. Il faut réagir, sortir, vous trouver des raisons de vivre. Prenez courage. Lentement, vous triompherez. Nous allons vous faire une série de chocs sous curare qui vous détendront. Vous pourrez partir ensuite. » Le médecin ponctuait ces mots de hochements de tête et de sourires convaincants qui mirent en Jacqueline beaucoup d'espérance. Ranimée, elle nous rapporta ses propos et nous confia qu'elle était sortie de cet entretien à moitié guérie.
Elle connaissait le noyau de son mal et le combattrait. Elle se moralisait. Elle revenait de loin, Jacqueline. Pourquoi ai-je évoqué l'épreuve de cette amie? À cause de son issue heureuse? Ou seulement pour retarder la formulation du choix que j'ai fait, choix que ma raison refusait, mais qui s'accordait à l'immense tendresse que je vouais à Modou Fall? Oui, je voyais bien où se trouvait la bonne solution, la digne solution. Et au grand étonnement de ma famille, désapprouvé unanimement par mes enfants influencés par Daba, je choisis de rester. Modou et Maudo, surpris, ne comprenaient pas. Toi, mon ami prévenu, tu ne fis rien pour me dissuader, respectueuse de mon nouveau choix de vie. Je pleurais tous les jours. Dès lors, ma vie changea. Je m'étais préparée à un partage équitable selon l'islam dans le domaine polygamique. Je n'eus rien entre les mains. Mes enfants qui contestaient mon option me boudaient. Face à moi, ils représentaient une majorité que je devais respecter. Tu n'es pas au bout de tes peines, prédisait Daba. Le vide m'entourait, et Modou me fuyait. Les tentatives amicales ou familiales pour le ramener au bercail furent vaines. Une voisine du nouveau couple m'expliqua que la petite entrait en transe chaque fois que Modou prononçait mon nom ou manifestait le désir de voir ses enfants. Il ne vint jamais plus. Son nouveau bonheur recouvrit petit à petit notre souvenir. Il nous oublia. Merci d'avoir suivi cette 4e partie de Une si longue lettre de Mariam Abba. Si cette lecture vous a plu, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Ma Voix Tes Livres pour continuer à découvrir les aventures de Ramatoulaye et ses réflexions sur la vie, l'amour et la société. Rendez-vous pour la prochaine partie où l'histoire continue. Ne manquez pas la suite.